Bonsoir à tous, l'heure du 7-8 journal. Bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV78 et les titres de ce lundi 20 novembre. Clap de fin pour le festival Saint-Quentin. La 3e édition de l'événement dédié au documentaire s'est achevée après 5 jours de projection à Saint-Quentin en Yvelines. Cérémonie de clôture hier après-midi au Ciné 7 à Elancourt. 3 prix ont été remis. Retour dans cette édition. Elle va s'ouvrir dans un contexte social toujours difficile. La 33e campagne d'hiver des Restos du Cœur débute demain. Dans les Yvelines, près d'1,5 million de repas ont été distribués lors de la dernière campagne. Invité de ce journal, Henri Pfahl, chargé de communication au Restos du Cœur des Yvelines. Et puis c'était ce week-end au château de Versailles. Environ 500 jeunes de quartiers populaires de la région ont participé à un grand quiz sur l'histoire de France dans la salle des batailles. Une 3e édition tournée vers la musique. Le festival Saint-Quentin s'est terminé hier, événement du film documentaire organisé par TV78. Après l'ouverture mercredi à l'UGC SkyWest, la cérémonie de clôture se tenait hier au Ciné 7 à Elancourt. Projection et remise des prix étaient au programme. 3 documentaires récompensés, le palmarès de ce festival 2017 avec Mélanie Poquet. Le festival Saint-Quentin s'est terminé comme il a débuté, en musique. Une 3e édition tournée vers le 4e art. Le prix des cinémas a récompensé à l'unanimité Youssef Le Gambri. Ce documentaire s'attache à un musicien et luthier. Youssef, c'est un local, comme on le voit dans le film. Il habite Trappes. C'est quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui s'est marié avec une Française. Donc on trouvait que son parcours était vachement intéressant, vachement positif, parce qu'en fait, lui, il veut y arriver. On a trouvé que c'était un beau film, en fait, sur le partage, sur la tolérance. Voilà, c'est pour ça qu'on lui a décerné le prix des cinémas de Saint-Quentin en Yvelines. Je fais des instruments, je fais de la connaissance avec les étrangers. Ça change beaucoup pour moi. Le prix TV78 a été remis à une réalisation suisse avec Yenish Sound, Caroline Arne et Martina Rieder, plonge dans la tradition musicale des Yenish, un peuple semi-nomade. Le choix est multiple. Il y a le thème qui était très original et qui n'était pas connu de nous avant de visionner le documentaire. Il y a le lieu, il y a la qualité des images et la qualité du montage, c'est absolument évident. Il y a la découverte, même si on ne le voit pas beaucoup, mais quand même d'un Stéphane Escher qui nous surprend, même dans son langage. Man sagt immer, der Jenisch Schwung, der drinnen ist. Das kann man nicht lernen, weil das muss man fühlen. Le prix 3IS revient lui à Anaïs Prosaïque, réalisatrice d'Eliane Radig, l'écoute virtuose. 4e prix dont on n'a pas parlé dans ce sujet, le prix du public, lui, sera annoncé sur notre antenne mercredi prochain. Porter la voix des plus démunis, la 33e campagne d'hiver des Restos du Cœur s'ouvre demain. Bonsoir Henri Pfahl. Bonsoir. Vous êtes en charge notamment de la communication au sein des Restos du Cœur des Yvelines. Alors c'est une campagne d'hiver qui débute dans une situation difficile. Près de 9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. Le constat est le même chaque année. La pauvreté, la précarité progressent en France. Je ne sais pas parler de la France, mais je sais parler des Yvelines. Et la pauvreté progresse doucement, mais progresse, quoi. On a de l'ordre de plus 2, plus 3% par an de personnes qui viennent au Resto du Cœur. L'action des Restos du Cœur est encore, du coup, tout à fait indispensable aujourd'hui. Je pense que c'est indispensable et qu'en plus, c'est un bon outil. C'est-à-dire que quand vous donnez 100 au Resto du Cœur, par l'action des bénévoles, par tout ce qu'on met tout autour, vous arrivez à donner 600, donc 6 fois plus, aux plus démunis. Parce qu'on fait de la ramasse dans les grandes surfaces, qu'on fait des collectes, qu'on anime. Et sachez aussi que les Restos du Cœur, c'est pas que l'alimentaire. Oui, c'est une aide alimentaire, mais il y a aussi d'autres actions. On pensait vrai à l'aide alimentaire en cette campagne d'hiver, oui, parce qu'on s'appelle Resto du Cœur, donc oui. Tout le monde dit c'est l'aide alimentaire, mais l'aide alimentaire n'est qu'un premier pas. Une aide sociale plus large au final. Pour essayer après de comprendre le problème de ceux plus démunis. C'est un problème de logement, c'est un problème de travail, c'est un problème de formation, c'est un problème d'addiction, c'est un problème... Et comment l'aider à se reconstruire. Il y a eu je crois, c'était samedi à 13h30 sur TF1, il y avait des films sur l'action des Restos du Cœur et c'était très,
très bien fait. Et on voit bien que l'action, c'est pas que donner à manger, c'est aider à se reconstruire. Et à la veille de cette 33e campagne dans les Yvelines, tout est prêt pour bien commencer ? Tout est prêt, mais il manque encore des choses, quoi. Voilà. Et ce qui manque le plus... Les bénévoles, par exemple ? Des bénévoles, allez, voilà. Et alors, des bénévoles pour distribuer des boîtes de conserve dans un centre, on arrive à en trouver. Et puis, il y en a un qui fait le mardi, l'autre le mercredi, le troisième le jeudi, et ça va. Là, l'endroit où vraiment c'est assez critique, c'est l'entrepôt. D'accord. L'entrepôt, parce que là, déjà, c'est un métier où c'est dans le froid, hein, c'est l'entrepôt, il ne fait pas chaud. Il faut se lever de bonne heure. Et puis, il faut quand même être costaud, quoi. Enfin, il faut prendre des boîtes dans une palette, les mettre dans une autre pour les distribuer dans nos différents centres de distribution. Et on manque de personnes. Et de personnes pas jeunes, quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge est quand même extrêmement élevée. Ils font bien leur travail, c'est bien. Mais si on pouvait avoir d'autres... Donc, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez un peu de temps libre, venez nous aider à l'entrepôt, c'est au Clé-sous-Bois. Alors, il y a plus de 13 000 personnes qui ont été accueillies lors de la dernière campagne des Restos du Cœur dans les Yvelines. Hein. Ouais. C'est environ 1,5 million de repas servis. Cette Tout à année, fait. vous pensez que vous allez faire encore plus On ne sait pas. Le but, c'est de faire le nécessaire. On ne cherche pas à faire plus. Hein. On n'est pas dans le domaine du business où on veut faire un chiffre d'affaires le plus élevé possible. C'est pas ça. Hein. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est faire plus de continuité. C'est-à-dire, vous voyez, la campagne d'hiver, autrefois, il n'y avait que la campagne d'hiver. Maintenant, on fait la campagne d'été, on fait l'intercampagne. On voudrait que l'aide soit continue vis-à-vis des plus démunis et qu'il n'y ait pas de rupture dans notre aide. Voilà. Alors, les produits alimentaires que vous distribuez, est-ce que on est plutôt sur des produits achetés par votre fédération dans les Yvelines ou c'est des produits collectés comment ça se passe? Comment ça s'organise? On est assez en avance dans les Yvelines pour essayer de trouver des ressources locales par rapport à des produits achetés par ce qu'on appelle le national. D'accord. Parce que c'est le national qui achète, parce qu'il arrive à acheter des quantités telles qu'ils ont des prix défiant toute concurrence. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est 60% qui est acheté par le national, mais 40% qui est trouvé localement par des collectes, par des ramasses, par les centres des grandes distributions qui nous donnent des produits, par des collèges, des lycées. Il y a une prof qui fait un thème sur le Resto du Cœur et puis ils font une collecte, ils arrivent à ramener 2, 3, 4 caddies, c'est fantastique. Alors, plus de 1000 bénévoles sur les Yvelines pour cette campagne qui seront donc mobilisés. Comment ça va s'organiser concrètement? C'est-à-dire que là, ça a déjà commencé, j'imagine, en amont, dans les centres de tri. Ça va être dispatché ensuite Il y a la partie logistique de trouver les matières premières et les acheminer jusqu'au centre de distribution. Mais il y a toute la partie aussi inscription pour toutes les personnes. Une fois, pour rester au du cœur, il faut vous inscrire. Hein, il faut montrer vos papiers, quelles sont vos ressources, combien. Et on fait ça dans ce mois de novembre. Et ensuite, vous avez une carte et vous pouvez venir toutes les semaines chercher de la marchandise. Donc, il y a les deux actions en parallèle. Vers les bénéficiaires pour les inscrire. D'accord. Et vers les acheteurs et les entrepôts pour fournir. Dernière minute de cet entretien, la veille de cette 33e campagne d'hiver, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Resto du Cœur des Yvelines? Nous souhaiter des bénévoles qui soient actifs et puis pouvoir accueillir aussi bien qu'on peut tous nos bénéficiaires. Voilà. Qu'il y ait une sorte d'osmose, vous voyez, entre nos bénévoles et nos bénéficiaires pour que l'un avec l'autre, on arrive à remonter les pentes qui ont été descendues. Voilà. Et je précise, on parlait tout à l'heure des besoins bénévoles, je précise que vous pouvez devenir bénévole ou également faire un don au Resto du Cœur sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Henri Fall d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes en charge de la communication, notamment au Resto du Cœur des Yvelines.
Dans l'actualité aussi, le premier salon de la rénovation énergétique de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'est déroulé hier à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Objectif, découvrir toutes les étapes nécessaires à la rénovation de son habitat pour le rendre plus économe en énergie. Et à Magny-les-Hameaux, les propriétaires d'une maison rénovée et économe ont ouvert leurs portes aux participants. Mélanie Poquet et Aurélie Ronze. Panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, cette maison en ossature bois située à Magny-les-Hameaux est lauréate d'un concours organisé en 2014 par l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Sa particularité, elle est économe. L'idée, c'est vraiment de consommer le moins d'énergie et en plus, ils produisent de l'énergie grâce aux panneaux solaires photovoltaïques. Une production énergétique qui permet aux propriétaires de payer leur facture annuelle d'électricité. Depuis 30 ans, ils ont multiplié les aménagements pour rénover leur habitat. Isolation, changement des fenêtres et installation d'une pompe à chaleur il y a 3 ans. Montant des travaux, 80 000 €. Un investissement qui permet avant tout d'améliorer leur confort. On a fait ça pas pour vraiment en termes d'économie, mais surtout un confort de chauffe qui est beaucoup plus intéressant que le chauffage électrique traditionnel. Une maison que les particuliers ont pu découvrir à l'occasion du premier salon de la rénovation énergétique. Objectif de l'événement, découvrir tous les acteurs du secteur présents sur notre territoire. C'est important pour mettre concrètement des visages derrière des métiers et puis découvrir un petit peu ce que c'est, puisque l'idée aussi de la plateforme, c'est de rassembler tous les acteurs de la rénovation énergétique. Et dans les acteurs, il y a autant ceux qui font les travaux que les maîtres d'ouvrage. En 2017, sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, 90 propriétaires à faibles ressources ont reçu une aide pour rénover leur habitat. En question à Magny-les-Hameaux, une partie du viaduc de la ligne 18 doit passer d'ici à 2030. Ce tronçon en aérien de 13 km est prévu sur le plateau de Saclay pour relier Versailles à l'aéroport d'Orly. Une enquête publique sur le sujet est lancée jusqu'au 20 décembre à Magny-les-Hameaux et à Châteaufort. Ces communes espèrent que leurs habitants feront entendre leur voix sur le projet. Le maire de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon, voudrait lui que le viaduc se transforme en souterrain. Il était l'invité du 7-8 l'hebdo. C'est un investissement pour 100 ans. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On traverse des paysages, on passe à côté de riverains, de zones rurales. Là, on précise que vous évoquez, vous, le viaduc. Le viaduc, bien entendu. Et tant qu'on aura cette solution en viaduc, qui va s'inscrire pour 100 ans dans l'environnement, auprès des populations rurales, et là, ça rejoint finalement directement la délégation qui m'est octroyée au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est hors de question d'avoir un équipement structurant d'avenir qui pollue directement les riverains, nos paysages et finalement l'ensemble de notre environnement. Bertrand Houillon qui ne fait pas partie de la nouvelle association Union des élus. Elle réclame l'achèvement du tronçon yvelinois de la ligne 18 dès 2024. Une ascension politique fulgurante. Un peu plus d'1 an après sa création, le mouvement En Marche est devenu le parti présidentiel avec l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Bonsoir Laurence Biava. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous travaillez comme collaboratrice de la députée LREM des Yvelines Béatrice Piron. Vous êtes aussi auteur et vous publiez chez les éditions Ovadia En Marche, une histoire française. Ouvrage collaboratif que vous avez initié. On va en parler dans un instant. Déjà, revenons sur la démarche. Pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire, l'histoire d'En Marche finalement ? Parce que je pense que c'est une grande odyssée humaine. C'est un renouveau politique hors norme, avec un homme candidat devenu président de la République qui est absolument, qui, vous l'avez dit, a connu une ascension fulgurante. Et je pense que c'est quelqu'un qui est aussi hors norme. Et j'ai tout de suite senti, je suis moi En Marche, j'ai rejoint En Marche en mai 2016. Est-ce que vous êtes également une militante d'En Marche ? Je suis une militante, pas forcément je suis une des plus ardentes, mais je ne suis pas une de celles qui a forcément le plus tracté sur les marchés, etc. Je n'ai même pas réussi à monter mon comité local. En revanche, je suis allée à un certain nombre de meetings et j'ai effectivement toujours tenu à accompagner mon engagement militant, c'est le premier pour moi, d'un engagement littéraire. Voilà.
Je suis écrivain depuis une dizaine d'années, c'est mon 6e livre, et je trouvais que c'était intéressant de rendre compte, sur un plan littéraire, de faire participer, dans un souci d'altérité permanent, dans un souci d'unité permanente, de faire participer d'autres marcheurs avec moi. Donc en vérité, il y a 40 personnes voilà, il y a qui 40 ont marcheurs. participé à ce livre. Voilà, 40 marcheurs. Donc je trouvais que c'était intéressant dès les 3 moments, les 3 étapes du diagnostic par lesquelles on a réellement commencé. Je trouvais que c'était judicieux de rendre compte de ce qui allait advenir. Parce que j'ai senti que c'est quelque chose qui montait en puissance. Vous savez, quand on fait 22 meetings, on sent que ça monte en puissance. Et je suis devenue amie avec un certain nombre de marcheurs. Donc et sur les réseaux sociaux. C'est un constat collectif, et en fait j'ai demandé à chacun, c'est très libre, c'est même un petit peu désordonné, ça. Parce que écrire à 40 mains, c'est pas difficile finalement. En fait, j'ai demandé, c'est pour ça que parce que les gens me disent c'est un collectif. Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout un collectif. Chacun a signé son propre texte. Certaines personnes ont voulu y revenir plusieurs fois. Donc ponctuellement, il y a des gens extrêmement passionnés et qui sont aussi riches intellectuellement, qui ont voulu tout simplement témoigner et écrire leur histoire d'En Marche avec Emmanuel Macron. Alors il y a certaines personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux, que j'ai finalement mis du temps aussi à voir de visu, parce que je n'ai pas non plus rencontré les gens tout de suite. Il y a beaucoup d'Yvelinois par la force des choses, parce que je suis des Yvelines et que je n'ai jamais autant parcouru aussi mon département que depuis mai 2016, entre parenthèses. Mais à travers ces témoignages que vous avez récoltés, l'ascension fulgurante, finalement, on l'explique comment? Parce que on la sent monter. On la sent dans les discours, on la sent. Il y a une teneur, une véracité, une teneur intellectuelle qui est assez impressionnante. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Emmanuel Macron, je ne le cache pas. Et puis il y a tout un programme qui s'édicte, qui se répète aussi, il y a quelque chose qui se reproduit, c'est inhérent, c'est sans arrêt. Et à chaque fois, c'est le cas de le dire, on avance d'un pas, on monte, on marche. Et je trouvais que c'est ça qui est important. C'est cette espèce de puissance, cette force de frappe aussi. Je crois que ça se sent dans le livre. Alors, ce livre est sorti tout récemment. Au même moment, finalement, la semaine dernière, c'était cette actualité, 100 marcheurs qui avaient décidé de quitter le mouvement. Est-ce qu'on n'est pas dans un recul ou on a un recul du mouvement? Est-ce que ce livre n'a pas vocation à redonner peut-être un second souffle? C'est un livre politique. Les 100 marcheurs, très honnêtement, je suis ça de très très loin. Je trouve que je ne suis en aucun cas d'accord avec eux. S'il y a bien un parti démocratique, c'est La République En Marche. Voilà, chacun gère son... On rappelle, ces 100 marcheurs oui, j'ai entendu ça. Son manque de démocratie. Non, absolument pas. Je ne veux pas rentrer, je ne suis pas là pour débattre et polémiquer. Je respecte les opinions de chacun. Vous me posiez la question, est-ce que ce livre a vocation à donner finalement un nouveau souffle déjà, mais oui, il y a beaucoup. Je trouve qu'on est en plein dedans. Enfin, un nouveau souffle, non, on n'est pas. Non, on est en plein dedans justement. Donc c'est quelque chose dont on ne va jamais cesser de parler. Et il y a énormément de livres sur Emmanuel Macron. Il y en a peut-être au moins 10-12. Dernière question, il nous reste un peu moins d'une minute. L'idée, c'est que ça soit un véritable témoin finalement d'un pan de l'histoire française. C'est déjà un pan de l'histoire française, du coup, cette ascension. Ouais. Et personnellement, en tant qu'écrivain, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas éditorialiste, je ne suis en aucun cas historienne, mais j'ai bien l'intention de suivre ce président de la République exceptionnel durant tout le long de son quinquennat. Je dis à tout le monde qu'il s'agit d'un tome 1. En effet, c'est un tome 1. Il va y avoir un tome 2. Il va y avoir un tome 3. 80 personnes qui participeront à 80 personnes pour le tome 2. On va couvrir... Alors là, je revois toute la ligne éditoriale parce qu'il faut que les choses s'organisent. Je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Donc, septembre 2017, septembre 2018, et on y reviendra et on en reparlera toujours. Voilà. Et ce livre, je le rappelle, vous le publiez donc aux éditions Ovadia. En Marche, une histoire française, donc, qui est sortie tout récemment en librairie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet des éditions Ovadia. La semaine dernière, le Théâtre du Chesnay accueillait la 17e journée pédagogique des professions du chiffre. Elle présentait les métiers de la filière d'experts comptables et de commissaires aux comptes aux professeurs et aux élèves de l'Académie de Versailles. Un secteur qui embauche. Aurélie Ronze et Marie Pantra. L'univers de l'expertise comptable, ça me semblait tellement différent. Mais bon, il a eu les bons arguments.
En France, 250 000 experts comptables et pourtant ce métier est encore mal connu. Casser les préjugés de cette profession, c'était tout l'enjeu de cette journée destinée aux élèves de lycée et de BTS. On entend toujours que le comptable, c'est celui qui est pas beau, qui a un pull horrible, avec sa calculette. Mais voilà, c'est une image à changer. Cette image de personne réservée et qui reste dans sa petite pièce, ça colle pas du tout à notre profession. Le salaire est attractif. En moyenne, un expert comptable en début de carrière gagne 29 000 € bruts par an. Un commissaire aux comptes, 35 000 €. Et le secteur ne connaît pas la crise. On recrute beaucoup. Les besoins au niveau national sont de l'ordre de 10 000 personnes par an. Et si on regarde simplement au niveau du département de l'Île-de-France, on peut considérer qu'il y a à peu près 1 millier de jeunes qui rejoignent nos cabinets chaque année. Pour faire connaître ses atouts, une convention a été signée avec un lycée de Saint-Germain-en-Laye, une première en Île-de-France. Les élèves vont pouvoir accéder à une base de données professionnelle. 70 000 documents sont à leur disposition. Il y a toute la jurisprudence, si je peux utiliser ce terme-là, qu'ils vont découvrir autrement qu'en classe, quand ils vont être devant leur micro-ordinateur, qu'ils vont pouvoir aller chercher des documents qui sont désormais mis à leur disposition. Et donc, ils vont pouvoir analyser cette jurisprudence pour des questions qui leur seront posées plus tard. Des professions du chiffre au cœur de tous les secteurs d'activité. En France, les experts comptables et les commissaires aux comptes aident chaque jour 2 millions d'entreprises. Le sport, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines recevait ce week-end la crème des judokas de l'Hexagone. Le championnat de France senior de première division était au programme. Des combats samedi et dimanche. Retour sur l'événement avec Mélanie Poquet et Léa Rège. Shido, Yoshi ou encore Ikiwake, le vocabulaire des judokas a résonné tout le week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin. Pour l'occasion, le Vélodrome s'est adapté. Les tatamis ont pris place pour accueillir le championnat de France senior première division qui a réuni près de 800 combattants. Le senior, c'est pas troisième âge. C'est les gens qui ont gravi les échelons de Benjamin, minime, cadet, junior, senior. Donc la tranche d'âge, c'est 18 ans, je pense. C'est quand même une première au niveau national, c'est le top. On ne peut pas monter plus haut aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est un honneur d'une part. Et puis on est ravis d'accueillir toute la France dans le beau département des Yvelines. Des combats féminins et masculins dans 7 catégories de poids différents. Les judokas ont ainsi pu rencontrer de nouveaux adversaires et tester leur niveau. J'ai fait 2 tours et voilà, malheureusement ça s'arrête là. Bon, je suis quand même contente de moi, j'ai 39 ans, donc pouvoir faire encore les championnats de France, voilà, je le fais avec mon mari en plus, donc mes filles viennent nous supporter, voilà, il n'y a que du bonus. Un peu mal au début, je perds mon premier combat et je suis pas repêchée derrière. 17 Yvelinois ont combattu sur les 7 tapis installés pour l'occasion en plein cœur du Vélodrome, une transformation appréciée par les participants. C'est assez rare que sur une compète comme ça, les tapis soient en ligne. Et ouais, donc c'est assez bien. Je pense que pour le public, ça doit être assez agréable aussi, de pouvoir avoir la vue sur tout. C'est sympa, c'est pas mal, ça change. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, au lieu de rencontres sportives depuis la rentrée, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici la fin de l'année, il accueillera des compétitions de badminton et de sport de combat. Et un championnat de France qui a souri au club de la région d'Île-de-France. 93 médailles glanées, dont 9 en or. Une première au château de Versailles. L'ancienne demeure royale a accueilli samedi le quiz de l'histoire de France. 20 questions adressées à des enfants et adolescents de la région. L'événement était organisé par les associations Nouvelles du Vivre Ensemble et Force des Mixités. Le but pédagogique derrière, renforcer l'intérêt des jeunes à l'histoire de France. Camille Lambert et Marilène Yapichino. Alors, première question. Que peut-on voir sur les murs de la galerie des batailles ? Top départ pour le grand quiz de l'histoire de France. 500 enfants ont pris place dans la salle des batailles du château de Versailles, transformée aujourd'hui en classe géante. L'idée, c'est de montrer d'ailleurs à ces jeunes que ce château, il appartient à tout le monde, à tous les Français, que tout le monde y a le droit, de faire découvrir ce lieu qui est magnifique. Et souvent, quand on est dans un cadre aussi magnifique, on ne peut pas rester indifférent. Et qu'il appartient à l'histoire de France. Et puis, bien évidemment, les sensibiliser à cette histoire de France, c'est important. Quand je vous regarde, en fait, je vois la France. Je vois la France d'aujourd'hui. Un événement qui est l'occasion pour les associations de quartier de donner un objectif concret à leur travail sur la culture avec les jeunes. On travaille aussi sur ce qu'on appelle les valeurs de la République. Et donc, l'histoire fait partie de ces valeurs. On appartient à ce pays. Et donc, ces jeunes
eux aussi y appartiennent. Et donc l'histoire, c'est super important pour qu'ils puissent se l'approprier et être des acteurs aussi de cette histoire. Beaucoup de concentration pour se remémorer le nom de l'hymne national ou encore le nombre de rois qui ont vécu au château. Les questions allaient de la plus facile à la plus difficile pour que les plus jeunes aussi puissent s'amuser. C'est très bien. On a passé un bon moment, on a répondu à 20 questions et donc là on va y aller au goûter. De quoi laisser de bons souvenirs et pourquoi pas créer des vocations. On reste à Versailles avec ces images pour refermer ce journal. Ce week-end, le Palais des Congrès accueillait la 2e édition de la Cour des métiers d'art, salon dédié au savoir-faire et aux créations, organisé par la Chambre de métiers et d'artisanat des Yvelines. 70 professionnels présents et notamment une Nini Montaine. Elle crée des instruments d'astronomie à la manière d'antan. Des propos recueillis par Camille Lambert. Ces instruments vont permettre de se repérer dans le temps et géographiquement. Dans le temps, c'est-à-dire qu'en mesurant la hauteur du soleil ou des étoiles au-dessus de l'horizon, on va pouvoir lire l'heure solaire. Déjà, on se repère dans le temps. Et puis une fois qu'on a réglé l'instrument avec cette prise de mesure et le réglage d'une pièce qui tourne sur le dessus de l'instrument, on a exactement la configuration du ciel qu'on a au-dessus de la tête. En fait, la Chambre des métiers soutient la filière métiers d'art déjà depuis plusieurs années. Et nous souhaitions depuis longtemps organiser un salon. Il fallait trouver le lieu, il fallait trouver la ville. Versailles nous semblait une évidence. Et plus de 5000 visiteurs se sont rendus ce week-end à la Cour des métiers d'art. C'est la fin de ce 7-8 journal. Replay, reportage à retrouver comme à l'accoutumée sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.